Alors, les universités, elles ont ça de commun avec le bon vin, c'est qu'elles se bonifient en vieillissant. Donc le fait d'avoir 100 ans, 200 ans, 300 ans d'existence pour les universités, c'est plutôt un gage d'excellence, on va dire. J'ai cherché rapidement sur Wikipédia la plus vieille université du monde et j'ai trouvé l'université de Fès au Maroc, qui apparemment a été fondée en l'an 859. On trouve tout un tas d'exemples d'universités un peu partout en Europe. Ça évoque ces images de bibliothèques tout en bois avec des rayonnages énormes de bouquins. Donc l'ancienneté peut être un gage de profondeur du savoir, d'excellence du savoir. Et du coup, visuellement, ça se retrouve sur l'identité de certaines de ces facs, parce que elles vont carrément utiliser des blasons anciens. Alors il y a des symboles de connaissance, des clés, parfois des symboles religieux, parce qu'évidemment c'était parfois des universités à vocation religieuse. Et on voit que pour Sienne, l'université de Sienne, là, qui est en bas au milieu, il y a carrément l'année de fondation de l'université qui est dans le logo. Après, il y a autre chose qui est intéressant, c'est que pour ces universités-là, il y en a quelques-unes qui utilisent des blasons dans leur identité visuelle. Et donc ça, c'est une des caractéristiques des établissements d'enseignement, c'est qu'elles font souvent le lien avec leur territoire. Et c'est pas sans rappeler les blasons des régions. Ça, c'est les blasons des régions françaises en 1930. Donc on sent qu'il y a un lien de parenté, il y a un lien de proximité parfois entre certaines universités et leur zone géographique. Justement, qu'est-ce qui fait les spécificités des établissements d'enseignement supérieur ? Alors, j'ai écrit en bas la école, institut, université. Il y a aussi les organismes de formation, mais pour rien vous cacher, on n'a pas forcément trouvé beaucoup d'exemples d'identité visuelle d'organismes de formation particulièrement intéressants. Donc là, on va surtout parler école et université ce soir. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité d'un établissement d'enseignement supérieur ? Alors, quand on est une école, c'est relativement simple. Ok, il y a une diversité d'étudiants, une diversité d'enseignants, mais on va dire que, je sais pas si je vous parle de l'INSA, si je vous dis, tiens, je vais faire des études à Sciences Po, si je vous dis, voilà, on sait reconnaître tout de suite une école de commerce, d'une école d'ingé, d'une école d'art. C'est relativement facile parce qu'il y a une espèce d'unité de l'enseignement, même s'il y a des disciplines un peu différentes, on sait à peu près où on va. Par contre, quand on parle d'une université, là, ça devient plus complexe parce que c'est un ensemble d'établissements scolaires qui sont regroupés sur une zone géographique. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une diversité des enseignements qui va être très très vaste, une diversité des professeurs, des personnels, des étudiants. Et comment faire quand on est graphiste pour arriver à parler de cette diversité ? Donc, c'est la première des difficultés, on va dire, qu'on a identifié nous, c'est la première des difficultés à laquelle font face les établissements d'enseignement supérieur ou les graphistes qui travaillent pour les établissements d'enseignement supérieur quand ils doivent faire un projet d'identité visuelle. La deuxième difficulté, c'est que certaines universités, pas toutes mais certaines, occupent une zone géographique relativement vaste, un campus. Parfois, il y a même plusieurs bâtiments. Alors, il y a dans un campus plusieurs bâtiments, mais parfois, il y a même des bâtiments qui sont en dehors du campus. Donc, c'est une difficulté encore supplémentaire. Et une université, elle est souvent rattachée justement à sa ville. Quand on parle de Rennes, on dit, voilà, Rennes, c'est une ville de 50 000 étudiants. Quand on parle d'une autre ville, on va dire quelle est la quantité d'étudiants à Rennes. Et les villes universitaires, ça fait partie du rayonnement de la ville, ça fait partie de son attractivité, que de dire, voilà, nous on a tant d'étudiants, etc. Ça donne un certain dynamisme. Donc on voit que y a encore une fois ici un lien assez fort entre l'établissement d'enseignement et son territoire. Et ça peut être une des deuxièmes spécificités d'un établissement d'enseignement supérieur. La troisième, c'est que depuis quelques années, le e-learning s'est énormément développé et vient je ne veux pas dire perturber, mais challenger un peu le mode d'enseignement d'avant. Au temps d'avant, quand on voulait apprendre, on allait dans une école ou dans une université et on recevait un savoir. Aujourd'hui, n'importe qui, depuis son canapé, bien tranquillement chez lui, avec son ordinateur, peut acquérir un certain nombre de savoirs.
Donc ce e-learning, ça vient titiller un peu quand même les modes d'apprentissage traditionnels. Et il y a tout un tas d'acteurs qui sont arrivés, qui sont installés sur ce créneau-là, et qui vont communiquer, eux, alors évidemment c'est plutôt en ligne que ça se passe, qui vont communiquer, eux, avec de nouveaux codes visuels qui disent « Regardez, venez chez moi, regardez comme c'est simple d'apprendre quand vous venez chez moi. Ça va se faire sans douleur, ça va vraiment aller tout seul. » Et du coup, on a des codes visuels qui sont empruntés du web et des startups pour dire la facilité, pour dire « Regardez comme c'est pratique. » Donc ce genre de code visuel, forcément, ça vient aussi un peu titiller la manière de communiquer des universités, parce que souvent, quand on voit des sites internet de fac, on sent bien qu'on n'est pas tout à fait au même endroit, quoi. Après, on peut se poser une question, c'est la question de est-ce que quand on est un établissement d'enseignement supérieur, on a vraiment besoin de se mettre dans un rapport comme ça de concurrence, dans un rapport de marketing pour attirer des étudiants, pour attirer des enseignants performants et tout ça. Et on pourrait se dire, comme c'est le public, après tout, il n'y a pas besoin de faire du marketing. Sauf que depuis quelques années, les établissements d'enseignement supérieur, même publics, sont quand même en situation de concurrence d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Aujourd'hui, les étudiants viennent de partout dans le monde, et pour garder un certain niveau de réputation, on est obligé de communiquer, on est obligé de montrer son savoir, de montrer ce qu'on sait faire, et de diffuser ça. Et le support pour avoir une certaine reconnaissance, une certaine notoriété, ça passe quand même par des codes graphiques, par une identité qui traduit des valeurs et qui exprime un positionnement. Et donc ça, heureusement ou malheureusement, les établissements d'enseignement supérieur aujourd'hui peuvent plus trop faire l'impasse là-dessus et sont obligés de passer par ce genre de logique et donc par de l'identité visuelle. Alors, quelques identités remarquables, quelques premiers exemples. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont déjà allés au Canada et à Toronto. Oui, non. Non. Donc, à Toronto, il y a une très grande université qui s'appelle la OCAD University. C'est une école d'art dont l'identité a été créée par Bruce Mau, le studio de design Bruce Mau, du nom de son fondateur, en 2011. À la OCAD University, il y a à peu près 4500 étudiants, une cinquantaine de nationalités, donc c'est vraiment une assez grosse université assez réputée. Et la OCAD University, elle existe depuis maintenant 143 ans. Elle a été fondée en 1876. Je prends mon anti-sèche, parce que encore une fois, je suis pas prof, donc j'ai besoin de mes anti-sèches. Et quand Bruce Mau a été sollicité pour refaire l'identité de cette fac, on lui a dit, on voudrait projeter la OCAD University dans l'avenir, et on voudrait avoir une identité qui nous emmène vraiment un peu vers le futur. Donc il a répondu avec un système super simple. Vous avez 3 carrés avec un cerné noir assez épais, l'un pour les initiales de l'université, le moyen, le plus petit pour le U de l'université, et le plus grand soit pour le nom, soit pour la baseline, Imagination is everything. Et ça ne s'arrête pas là, parce que ce cadre vide sert de support et vient accueillir différents graphismes. Et en fait, ils ont mis au point tout un système où ce sont chaque année, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont invités à proposer un dessin, une illustration, une vidéo, un motion design pour servir d'identité à l'université. Donc ce dessin va venir s'insérer dans le logo, dépasser du cadre, mais s'insérer dans cette espèce de cadre de présentation. Et donc c'est assez intéressant parce que d'une part, évidemment, ça fait que les étudiants sont complètement impliqués dans le process identitaire de la fac. Donc ils peuvent s'approprier le logo, voilà, évidemment. Et d'autre part, ça crée une bibliothèque d'identité qui fait que chaque année, on va avoir une photographie du style visuel des productions de la fac, et que au bout de 20 ans ou 30 ans d'existence, quand on regardera en arrière l'ensemble de logos qui auront été produits, je sais pas, en 2012, en 2015, etc., on aura comme une photographie de la production de l'école de l'époque et comme une trace des styles graphiques de l'époque. Donc c'est un process, c'est un logo qui est vraiment super intéressant, et puis évidemment du coup qui est renouvelé en permanence.
Donc on voit que là, il fonctionne... Oh, pardon, excusez-moi. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. On voit que là, il fonctionne en noir et blanc tout seul. Le graphisme proposé par l'étudiant peut fonctionner à l'extérieur. Et que, évidemment, il y a une infinité de déclinaisons possibles. Alors là, c'est des déclinaisons sur des gobelets, mais vous en avez aussi, évidemment, en motion, animé, etc. Donc voilà pour ce premier exemple. Un deuxième exemple avec le logo du MIT Media Lab. Donc je pense que vous devez connaître le Massachusetts Institute of Technology, avec l'accent français en prime. Le MIT Media Lab, c'est leur laboratoire d'expérience, on va dire. Ils font plein d'expérimentations. Laboratoire de recherche, voilà. Et du coup, ce logo qui a été fait par The Green Ale en 2011, donc c'est exactement contemporain avec l'identité de Locate University. Alors déjà, le MIT Media Lab, en fait, ce qu'ils ont en particulier, c'est que dans ces laboratoires de recherche sont regroupés des profils complètement différents. Il peut y avoir un sociologue avec un artiste, avec un mathématicien, avec un développeur informatique. Enfin, c'est vraiment des gens d'univers très différents qui réfléchissent à des projets dans le but d'innover le plus possible. Et donc ce logo, qu'est-ce qu'il dit ? Il est construit en fait sur une base de 16 carrés. Et chacun de ces carrés, il y en a 3 à chaque fois, qui vont avoir une espèce de lumière colorée qui va sortir d'un des carrés. Et l'idée, c'est que chacun de ces carrés représente un intervenant, un spécialiste de son domaine, qui va amener son éclairage à lui dans sa matière, dans son champ d'expertise. Et la somme de ces éclairages va former un logo unique. Et donc, ils ont créé un algorithme qu'ils ont mis à disposition de tous les personnels du MIT Media Lab, aussi bien les étudiants que les personnels de l'école, que les profs. Et donc, chacun pouvait aller se faire son propre signe avec cet algorithme et ensuite le placer sur sa carte de visite. Donc, encore une fois, là, c'est une réponse à ce besoin de flexibilité et d'appropriation par les personnels de l'école qui a été apporté avec ce logo. Et on voit que ça se décline super bien. Pour autant, seulement 3 ans plus tard, en 2014, le MIT Media Lab s'est dit, en fait, il était très bien accueilli ce logo, mais ça nous convient pas tout à fait. D'une part, parce que sur certains supports, le MIT Media Lab est quand même très très discret. Et d'autre part, parce qu'il faut faire un petit saut en arrière sur l'histoire graphique du MIT, qui est assez riche. En 1962, Muriel Cooper avait dessiné ce logo-là, MIT Press. Donc les 3 premières barres, c'est un M, ensuite c'est un I, un T, et les 2 dernières barres forment le P. Et ce logo a 57 ans et il n'a jamais été changé depuis et il est vraiment très très présent dans les gènes du MIT et très présent dans l'esprit des Américains quand ils pensent au MIT. Tellement présent que quand Matthew Carter a fait le logo du MIT en 2003, évidemment il y a un lien de filiation évident entre les deux. Et ce qui a fait que le MIT a demandé à Pentagram de redessiner le logo qui avait été fait par le Green Ale et de rechanger le logo seulement 3 ans plus tard, c'est qu'il voulait avoir une filiation avec ces logos-là et qu'il voulait aussi avoir un signe graphique qui porte vraiment la reconnaissance. Alors que le système avec les 3 faisceaux de couleurs était certes très modulable, mais ne cristallisait pas assez en un signe la reconnaissance de l'établissement. Donc Pentagram, en 2014, a dessiné ce logo. Et là où ils sont assez forts, c'est que donc c'est un L et un M, donc c'est un monogramme. On voit tout de suite la filiation avec le logo de Muriel Cooper du MIT Press que je vous ai montré juste avant, parce que c'est des barres noires sur fond blanc. Il y a l'Helvetica qui est utilisé avec, c'est une typo qui était déjà utilisée historiquement par le MIT. Et là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont également tenu à avoir un héritage aussi du logo précédent, de The Green Ale, parce qu'ils se sont placés sur la même grille de 16 points, de 16 carrés pour dessiner leur monogramme. Et donc, ils ont vraiment réussi à prendre l'héritage des 2 côtés. Alors, après ce logo, évidemment, il s'arrête pas là. Il y a tout un système graphique. Bon, alors, déjà, il est relativement souple parce que on peut l'utiliser comme ça. On peut écarter le L et le M pour venir écrire des choses à l'intérieur.
où on peut l'utiliser comme un... Je vais enlever ma souris. Voilà. Où on peut l'utiliser comme un exposant pour venir MIT-iser, MIT médialabiser des mots. Mais surtout, ils ont dessiné sur ce principe de la grille avec les 16 points tout un alphabet. Donc vous avez là en haut à gauche tout l'alphabet qui a été dessiné. Et ils se sont pas arrêtés là, parce que ici, par exemple, vous avez un R, et ils ont dessiné, là, il y a 15 glyphes du R. Alors, pour ceux qui savent pas, les glyphes, c'est des manières différentes de dessiner un même caractère typographique. Donc là, vous avez 15 versions du R possibles. Évidemment, ils ont dessiné aussi des pictogrammes, toujours sur la même grille. Et le fait d'avoir cette variété de glyphes, ça fait que pour chaque laboratoire de recherche, ce que vous avez ici sur fond blanc, ou ici, pour chaque laboratoire de recherche, le système fonctionne aussi. C'est-à-dire que quand on veut parler de caméra culture, on utilise 2 glyphes du C. Quand on veut parler de flux d'interface, c'est un F qui est qui est couché avec un I. Donc le système peut se décliner et à chaque fois, évidemment, avec ce noir et ce blanc et cette grille de construction, on voit tout de suite le lien qu'il y a entre ces identités-là et celles du MIT. On reste bien dans un esprit cohérent, comme l'avait souhaité le MIT en 2014. Et ensuite, évidemment, le noir et blanc fait que c'est très impactant, relativement facile à décliner, et que avec cette histoire de glyphes et de différentes manières de dessiner les lettres, ça vient moderniser le travail qui a été fait par Muriel Cooper en 62. Voilà pour ces 3 premiers exemples, 2,5 parce que c'est 2 pour le MIT. Maintenant, quelles sont les tendances en identité visuelle? Alors, on a 2 exemples sur blason et monogramme et 2 exemples d'identité tout typo. Évidemment, il existe des tonnes d'autres exemples et pour la conférence de ce soir, on a pas mal élagué. Donc, on mettra en ligne une version sur SlideShare avec un peu plus d'exemples parce qu'on voulait pas vous endormir trop ce soir. Mais voilà, il y a plein d'exemples différents. C'est les 2 tendances qui nous ont semblé être les plus intéressantes. Donc pour ce qui est des blasons, on en parlait en début de la conférence. Il y a pas mal il y a même des villes aussi qui ont tendance aujourd'hui à réutiliser des blasons et à les moderniser comme support de com. L'université du Mans, c'est le choix qui a été fait. Donc on voit une petite tour. On voit aussi un M ici. Alors après, moi je suis la seule au studio, mais moi je vois un E quand même. Charlotte n'était pas forcément d'accord, mais j'insiste. Et surtout, tout ça c'est contenu dans une forme de U, la contreforme du U ici, et ça fait un blason modernisé. Ce qui nous a paru intéressant avec l'Université du Mans, c'est que, alors c'est pas sur le point de vue graphique, mais ils ont quand même réussi à réunir tout le monde et à faire converger aussi bien l'IUT de Laval que celui du Mans, la fac Sciences Éco, la fac Sciences et Techniques, etc., à rassembler et à fédérer plein d'établissements différents sous une même bannière et sous une même identité. Donc ça montre bien que peut-être que il faut se rassembler pour avancer tous dans le même sens et avoir une identité qui porte de l'impact et de la notoriété plutôt que d'essayer tous de communiquer à un niveau avec moins d'impact et moins de puissance. Voilà, 2e exemple, toujours sur les nouveaux blasons, l'Université de Californie. Je vous emmène encore en voyage là. Donc l'Université de Californie, elle rassemble une dizaine d'universités en Californie. L'Université de Los Angeles, je sais plus, Berkeley, il y a des trucs énormes et super connus. Et donc ils expliquent très bien comment a été fait leur logo. Vous voyez ici en haut à gauche le logo existant avec ce livre, un espèce de rayonnement étoilé. Et puis il y a la date de fondation de la faculté, donc c'est 1868. Et le nouveau logo à droite, et donc ils montrent ici comment est-ce qu'il a été fait. Donc ils ont pris la contreforme d'un U, un livre, donc c'est le haut du livre qu'on voit ici, le C et le rayonnement Let There Be Light, faisons la lumière ou laissons arriver la lumière. Et donc on retrouve tous ces ingrédients-là, donc le livre en haut, le U, le C pour la Californie et cette lumière qui est traduite dans le dégradé du C. Et après, il y a des couleurs qui évoquent le soleil et le ciel bleu de la Californie. Et donc un côté hyper simple, extrêmement facile à décliner sur tous les supports.
Donc voilà pour les nouveaux blasons, vous en trouverez d'autres si vous regardez un peu. Deuxième tendance, tout typographique. Alors un premier exemple à Paris avec l'école Penningen, école d'art, qui a fait faire son logo par Étienne Robial il y a 2-3 ans. Alors je ne sais pas si certains parmi vous connaissent Étienne Robial, des non-graphistes, à part les graphistes. Donc Étienne Robial, même les non-graphistes connaissent son travail, puisque c'est un jeune graphiste de 73 ans, je crois, et que c'est lui qui a créé l'identité visuelle de Canal+, notamment de M6, des nombreux génériques d'émissions, et je crois même pour les footeux que c'est lui qui a fait le logo du Paris Saint-Germain. Voilà. Et donc Étienne Robial, accessoirement, il est prof à Penningen, et donc il a dessiné cette identité récemment. Ce qu'il raconte dessus, c'est que donc ça repose sur les différences de graisse, c'est-à-dire des différences d'épaisseur des caractères. Vous voyez que le P et le E sont assez fins comme le N. Ce N-là est un peu plus épais, et le N ici et le H sont beaucoup plus gras. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça montre qu'il y a différents enseignements au sein de la même école. Ça montre qu'il y a différents étudiants, différents profs, et que c'est toute cette diversité qui fait la richesse, qui fait vibrer un peu l'école. Mais tout le monde est quand même rassemblé dans quelque chose qui se tient. C'est pas, on lit parfaitement Penningen, on comprend que ça fait un tout et un ensemble. Et donc voilà, donc c'est sa manière à lui de répondre à ce besoin de diversité pour l'école. Voilà, et ensuite ça se décline alors avec une économie de moyens. Ici encore on est dans du noir et du blanc, ultra simple, ultra épuré. Le tote bag par exemple, c'est un zoom sur le i, donc c'est avec le moins de moyens possible dire le plus de choses possible, en l'occurrence la diversité. Dernier exemple, je vous emmène encore en voyage. Là on part en Finlande, à Helsinki, pour la Aalto University. Alors la Aalto University, en fait, c'est la réunion de, je crois, 5 écoles différentes. Et lorsque ce logo a été créé par Rasmus Snabb en 2015, l'université n'existait pas encore. C'est-à-dire que les établissements étaient encore tous distincts les uns des autres. Et il y avait un certain nombre de tensions liées au fait de rapprocher les établissements et de les fédérer en une seule entité. Et du coup, quand il a créé ce logo, il s'est dit, bon, pour essayer de pas mettre la merde, pardon, pour essayer de pas cristalliser encore plus les tensions, je vais faire un logo, une identité très sobre, très simple, et qui ne dit pas plus maths que art, ou pas plus design que sociologie, etc. Donc une identité très simple, avec juste un A en typo bâton et un signe de ponctuation. Et justement, c'est ces signes de ponctuation qui viennent entre les lettres montrer la vie de l'école, montrer que ça vibre, qu'il se passe des choses, montrer qu'il y a de la variété, et faire un principe graphique et une reconnaissance. Et ensuite, c'est décliné. Donc, vous voyez là, c'est l'école de business, l'école de sciences, technologie, ingénieur, encore ingénieur, et art et architecture. Voilà, et donc tout ce monde-là se retrouve avec une charte graphique qui permet quand même pas mal de variété et pas mal de souplesse. Et je vous invite à aller voir leur site internet, parce que pour le coup, c'est pareil, ils se sont posés des questions aussi sur comment faire le site, et c'est relativement bien géré. Voilà la recette. Pour finir, comment faire quand on est un établissement, la recette que moi je retiens, faire face à cette complexité et cette diversité d'étudiants, d'enseignements, de profs. La première chose, évidemment, comme pour tout logo, c'est de faire quelque chose de sensé, d'incarner vraiment l'esprit de l'établissement et ce qui le rend unique. Donc pour ça, il faut commencer par faire un territoire de marque et par vraiment sortir les valeurs de l'établissement et le faire avec sincérité. Faut pas essayer de copier les autres, faut vraiment sortir ce qu'on a soi-même de différent. La deuxième chose qui est très importante, c'est viser l'appropriation par tous les personnels de l'établissement. Il n'y a pas que les étudiants, il n'y a pas que les profs. Il y a les personnels de l'établissement, il y a les alumni, les anciens élèves, parce que c'est eux ensuite qui vont porter la réputation de l'établissement à l'extérieur et qui vont être les ambassadeurs de la qualité de l'enseignement toute leur vie, quoi.
Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir un système flexible pour pouvoir faire ça. Et puis, dernière chose, si on veut essayer d'être durable, ce qu'on voit là dans les tendances qu'on a observées, c'est plutôt un logo, on va dire, relativement sobre, mais par contre, un univers visuel qui permet une appropriation, qui permet un déploiement plus libre, on va dire, que le logo. En conclusion, donc sur l'identité, c'est un peu la maxime de Mies van der Rohe, c'est le low design, c'est less is more. Donc sur le logo, en tout cas, il ne faut pas chercher à en faire des tonnes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Non ? C'est clair, c'est limpide, formidable. Du coup, on va commencer la table ronde avec Armelle Tanvez de l'Unistra. Donc, je vais juste vous présenter d'abord les intervenants et puis ensuite je vais passer la parole à Armelle, qui est en visioconférence avec nous depuis Strasbourg. Donc, Armelle sera la première à intervenir et à nous présenter le projet de l'Unistra. Et puis ensuite, j'appellerai Rennes 2 qui va être en force ce soir avec Séverine Laurent, graphiste, qui travaillait au Jardin Graphique il y a de ça quelques années et qui donc est la créatrice de l'identité visuelle de Rennes 2. Marianne Ray qui était côté commande et qui il y a une petite dizaine d'années donc était directrice de la communication de Rennes 2, et puis Francis Blanchemange qui est directeur artistique au Créa de Rennes 2 qui viendront parler du projet. Mais d'abord je passe la parole à Armelle qui va nous présenter le projet de l'Unistra. Tu as éteint le micro. J'ai éteint le micro, non j'ai... Bonjour à vous tous. Donc déjà merci de m'accueillir depuis Strasbourg en fait. Je disais au tout début, je suis très contente de faire ce petit moment avec vous parce que je suis une alumni de l'université de Rennes 2 il y a très longtemps maintenant, il y a une trentaine d'années. Mais voilà, donc c'est aussi vous donner des choses maintenant que je vis ailleurs. Voilà, donc la première slide que vous avez à l'écran, c'est que la nouvelle identité visuelle que nous appelons, nous, langage visuel de l'Université de Strasbourg est issue d'une rencontre entre une problématique professionnelle depuis la fusion de l'Université de Strasbourg en 2009 et la recherche en design, puisqu'ici, à l'Université de Strasbourg, il y a un master de design. Vous pouvez passer au slide suivante. C'est bon. Donc voilà, ça c'est un atelier qui a été fait par le master design avec le designer Rudy Bor et le maître de conférence qui est aussi designer Vivien Philizot en 2013, où ils se sont interrogés dans le cadre de leur cours sur la représentation visuelle de l'université en tant que telle. Donc c'était un travail qui était mené par une des facultés, mais il n'y avait pas de commande de l'institution en tant que telle. Et à un moment donné de ce programme, de ce workshop, ils m'ont invité pour parler de l'identité de l'université, pour m'interroger sur la politique de communication de l'université. Et au moment où, en fait, c'est ça, c'est la rencontre de ce travail-là et d'une problématique professionnelle, puisque moi, ça faisait 1 an que j'étais arrivée comme DIRCOM à l'université et que je me rendais compte. Et donc là, on va pouvoir passer à la page suivante, encore la page suivante. Voilà, encore la page suivante. Vous allez celle voir. Des logos. Voilà, c'était après la fusion. Voilà l'ensemble une partie. Ils sont pas tous là. Une partie des logos qui existaient au moment de la fusion et qui 3 ou 4 ans après continuaient à exister sur le terrain en tant que tel. Vous voyez bien que dans l'ensemble de ces logos, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous frappe en tant que tel. En tout cas, nous, ce qui nous a frappé, ce qui nous frappait, c'est que on n'y voyait à aucun moment l'université de Strasbourg et qu'on y voyait une multitude d'acronymes
qui ne parlait pas au public, qu'ils soient étudiants ou même aux publics territoriaux ou aux entreprises, etc. Et donc, slide suivante, quand on commençait à décomposer, est-ce que vous pouvez passer, voilà, à la slide suivante, on décomposait un peu les logos, et donc on voyait que on ne savait pas de quoi on parlait en tant que tel. Donc ça, c'est le point de vue des logos. Et si vous passez à la slide suivante, vous allez voir que en matière de signalétique, 3 ans après la fusion, donc slide suivante, voilà ce qu'on voyait du point de vue de la signalétique. Slide suivante. Les acronymes. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante? Voilà, on voyait un certain nombre d'acronymes qui circulaient dans celle d'avant, excusez-moi, juste celle d'avant. C'est bon. Là, voilà, c'est un certain nombre d'acronymes et on se rendait compte, on le vivait au quotidien, qu'en fait, les acteurs de l'université parlaient en acronymes, chacun sachant ce qu'il voulait dire, mais que l'interlocuteur en face ne savait absolument pas de quoi il était question. Donc, on était dans une espèce de cacophonie à la fois visuelle, mais aussi de compréhension de ce qu'il y avait derrière ces acronymes. Ça, c'est tout le travail qui a été fait dans le cadre de la recherche en tant que telle, qu'on pressentait, mais qu'on a mis à plat. Et la problématique qu'on s'est posée, slide suivante, c'est qu'on s'est posé la question de comment passer d'un logo d'appartenance en tant que tel. Vous avez tout à l'heure évoqué, Laurence, ou tu vas évoquer la question du marketing en tant que tel, du branding, etc. Est-ce que c'est un système qui est adapté à l'université? Nous, la réponse qu'on a apportée dans le cadre de ce projet de recherche, c'est de dire il y a une spécificité des universités que tu reprends bien par la question de la diversité, et on a plutôt considéré le fait que presque notre devoir pour représenter l'université était de représenter plutôt la connaissance en tant que telle et la multiplicité de la connaissance qu'il y avait à l'université. D'ailleurs, posez-vous la question, même après, au fond, ce qu'a dit Laurence dans sa présentation, c'est combien d'entre nous, on connaît certaines des universités, qui est plutôt sur une réputation de l'université, mais est-ce qu'on sait réellement ce que chaque université fait ou ce qu'elle produit comme connaissance? Posez-vous la question vous-même et vous vous rendrez compte que c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'on connaît la structure en tant que telle, mais on ne connaît pas ce qui est l'essence de l'université, c'est la production de connaissances. Et on a eu un travail de recherche où, alors l'intérêt de ce travail de recherche, c'est que on a eu 2 ans pour travailler. Dans le cadre d'un programme IDEX, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce programme, qui est un programme de l'État français sur les investissements d'avenir, une initiative d'excellence en tant que telle, pour aboutir à un résultat. On n'était pas sûr d'y arriver au tout départ, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a eu les moyens de travailler sur un temps long, le moyen de réfléchir, de penser les choses, et c'est ça qui nous a fait aussi aboutir en tant que tel. Donc je vais vous présenter derrière le système d'identification auquel on a abouti. Ça, c'est le système qui a été adopté avant d'arriver, slide suivante, avant d'arriver, slide suivante. Donc notre système en tant que tel de langage visuel comprend 4 éléments. Une police qui s'appelle la BRISL, qui est une police qui existe depuis, je ne sais plus depuis combien de temps, mais qui comporte 5100 signes, alors que normalement une police en comprend 300 à 400 signes, et qui permet de représenter l'ensemble des disciplines qui sont dispensées à l'université aujourd'hui. On a créé une police qui s'appelle la police Unistra, avec des glyphes différents sur un certain nombre de lettres, comme le R, le A. Et cette police-là, on l'utilise spécifiquement pour la vie universitaire en tant que telle. On a créé une bibliothèque de pictogrammes
pour illustrer les services, et on fonctionne avec un système d'encadré et de décadré. Donc ça, c'est les 4 éléments constitutifs de notre langage visuel en tant que tel. Slide suivante. J'ai dit l'Abril, j'ai expliqué ce qu'était l'Abril, donc on peut passer sur l'Abril. On a ensuite l'Unistra. On a ensuite les pictogrammes qui ont été dessinés. De mémoire, il y en a une 50aine, et cette bibliothèque s'enrichit au fur et à mesure. Et ensuite, donc, ça c'est la base du système. Et la question qui nous était posée, c'était pas simplement de parler, évidemment, ou de représenter l'Université de Strasbourg, mais plutôt de représenter et d'identifier les 78 laboratoires, les 35 facultés et les 33 services. C'est un peu l'expression de ces 3 grands ensembles, sachant que la production de la connaissance, elle se fait dans les laboratoires et les facultés, et pas dans les services. Les services arrivent en support et voilà. Donc là, je vais vous faire une démonstration à partir de la faculté d'économie et de gestion. Ça, c'était le logo qu'ils avaient. Donc quand on le décompose, vous voyez un E et un G pour économie et gestion. Slide suivante. Est-ce qu'on peut aller à la slide suivante? Au jour d'aujourd'hui, ce à quoi on devrait arriver, mais on n'y est pas encore arrivé avec eux, c'est que on a l'expression de la nature de l'entité dont on parle via le mot faculté, et on met en avant sciences économiques et de gestion. Ils avaient EFSEG, l'acronyme. L'acronyme est déroulé et on met en gras sciences économiques et de gestion qui parle à tout le monde. Et vous voyez l'ancien logo qui se retrouve, qui a été intégré à la nouvelle signature concernant les différentes entités. On voit comment, ça c'est pour nous ce qui s'appelle la signature minimale, et quand on déploie, l'objectif c'est d'arriver à une signature déployée, ce qu'on a appelé déployée. Est-ce que vous pouvez aller slide suivante? Les 3 slides suivantes montrent ce qui fait la particularité de notre langage visuel. Une fois qu'on a signé via faculté des sciences économiques et de gestion, on peut déployer cette signature soit au travers de mots, soit au travers de graphiques, d'iconologies diverses et variées, pour montrer quelle est la diversité et la spécificité de cette faculté. Qu'est-ce qu'on y enseigne? Donc là, on voit des graphiques et il y a un certain nombre de mots qui ont été imaginés. L'idée étant pour l'étudiant ou pour le partenaire de dire très clairement qu'est-ce qu'on fait, quels sont les savoirs qui sont produits ou enseignés. Donc sur la série de slides que vous voyez après, qu'on va vous dérouler, vous voyez, donc là c'est résumé ce que j'ai dit avant. Si on avance encore dans la présentation, vous allez voir ce que ça peut donner pour une autre faculté, qui est la faculté des sciences de la vie. Un laboratoire, là c'est un laboratoire de design qu'il y a derrière, où on voit là la représentation de la musique et de posture artistique. Donc voilà comment ça peut se déployer ça se déploie pour les laboratoires et pour les facultés. Tandis que pour les services, c'est ce qu'on voit après, on a tenu à différencier ce qui était la production de savoir et ce qui est les services supports, l'aide aux autres, par les pictogrammes. Et chaque service a pu choisir une combinaison de 3 pictogrammes pour exprimer ce qu'ils sont. Donc ça, ce travail est terminé au jour d'aujourd'hui. Et eux, puisque ce sont des services, ne produisent pas de connaissances en tant que telles, donc ils n'ont pas l'expression de savoir ou de connaissances autour de la signature. Les pictogrammes sont réservés pour les services. Il y a une particularité, voilà. Donc voilà pour la façon dont le système fonctionne au jour d'aujourd'hui. Si on parle de l'expression de l'Université de Strasbourg, en fait, elle est là minimale. C'est ce que vous allez voir dans les 2 slides qui suivent. On joue sur
simplement du cadré, décadré, etc., en fonction du contexte d'utilisation et du support. Et il n'y a pas pour nous une seule et même utilisation de la signature minimale de l'Université de Strasbourg. Elle peut prendre des couleurs complètement différentes en fonction du contexte. Et au fond, ce qui fait la reconnaissance, ce n'est pas un seul logo, c'est plutôt l'utilisation du langage visuel et des constituants de ce langage visuel. Vous voyez là comment ça peut exister pour un événement, tout simplement. On n'a pas une signature en bas à droite, en haut à gauche, etc. La signature est intégrée directement aux propos que l'on tient et au contexte d'intervention de l'université. On peut dérouler, on voit comment ça peut fonctionner dans d'autres cas de figure. Donc là, c'est quand on veut y mettre un élément de connaissance parce que c'est un événement, par exemple un colloque universitaire. On essaiera toujours d'y mettre une représentation du savoir de ce dont il est question. Ensuite, vous voyez comment ça peut être utilisé dans la slide suivante avec une photo. Dans la slide suivante. Tout simplement. Et puis dans les slides qui vont suivre, on peut les passer assez rapidement. Vous voyez plutôt tout simplement la déclinaison sur un certain nombre de supports et des expressions quand on est partenaire, notamment avec le CNRS ou l'INSERM pour nous. Et vous allez voir des exemples d'applications derrière. Voilà qu'est-ce que ça donne pour, par exemple, un diplôme. Qu'est-ce que ça donne ensuite pour les livrets d'offres de formation. Non, ça c'est les PowerPoint. Où on a mis un certain nombre de modèles qui sont utilisables par tout le monde. Je m'arrête sur la question des objets promotionnels. Vous voyez en haut à droite un document, enfin un notebook. Et en fait, tout le principe de nos objets, c'est de décrire l'objet qu'on a en main et de permettre ainsi de connaître des nouveaux mots et d'exprimer ce que c'est, par exemple, en haut à droite, un notebook. On a essayé d'y intégrer une dimension un peu poétique des choses et pas simplement d'avoir un objet marketé, mais de toujours expliquer ce dont il s'agit. On essaiera aussi d'y intégrer la traduction anglaise ou allemande en fonction de l'objet. Vous allez voir après, si ma mémoire est bonne, dans la slide d'après, la signalétique. Voilà comment ça peut exister sur le terrain. Je reviendrai après sur la signalétique parce que c'est au jour d'aujourd'hui, dans son implémentation, c'est notre gros point d'achoppement. Donc si j'avais une recommandation à indiquer, c'est de bien traiter cette question de la signalétique avec les professionnels du secteur et ceux qui doivent mettre en œuvre après la signalétique sur le terrain, parce que au jour d'aujourd'hui, chez nous, c'est une vraie difficulté, alors que c'est presque les premières choses qu'on voit quand on arrive sur le campus. Aujourd'hui, on est dans un moment où il y a l'ancien logo est sur les bâtiments et c'est pas le nouveau logo qui est sur les bâtiments. On voit après dans la slide les livrets qui ont été faits non, ça c'est la signalétique intérieure à la bibliothèque Illkirch. Ici, c'est les livrets d'offres de formation avec, vous voyez à gauche, la typographie Brill, parce que c'est l'expression de la connaissance et du savoir. Et à droite, vous voyez la typographie Unistra en tant que telle. Donc voilà ce que je peux dire. Peut-être que j'ai pas regardé le temps, excusez-moi. Je reviendrai peut-être sur des questions sur le projet en tant que tel et sur l'expérience qu'on a eue avec le projet dans les questions. Oui, je pense que là on a déjà un bon aperçu. Je passe les dernières slides avec les déclinaisons par structure. Alors les déclinaisons là, voilà. Ça c'est, on a fait tout un travail. Au moment du projet de recherche pour regarder comment ça pouvait s'appliquer à des laboratoires
et à des composantes, des facultés en tant que telles, pour garantir que le système était viable. Donc, le projet de recherche a montré qu'il était viable, puisqu'on est arrivé à le montrer très concrètement. Néanmoins, on est aujourd'hui, ça avait valeur d'exemple, mais pas à valeur de je prends ce système-là, parce que il est très important dans ce système-là que les facultés elles-mêmes décrivent, indiquent ce qu'elles veulent mettre en avant, qu'elles fassent elles-mêmes le choix des images. Et c'est ce travail-là aujourd'hui qui est en cours. Il y a une question d'appropriation, une question aussi de se différencier d'autres facultés de géographie ou d'aménagement ailleurs, quoi. Donc on est dans cette étape-là qui au départ devait durer 2-3 ans et qui, à notre avis, va plutôt durer 5-6 ans. Ok. Moi j'avais... merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'avais une première question. Donc, c'était un projet de recherche au départ. On a vu qu'il y avait une centaine d'identités visuelles qui coexistaient au moment où le projet de recherche a été mené. Quelle a été comment a été l'équipe qui a mené ce projet de recherche? Est-ce que ça a été vous avez parlé de Rudy-Bord, tu as parlé de Rudy-Bord, est-ce que c'était à l'origine des designers, est-ce que c'était des chercheurs sur je sais pas moi en sociologie de la faculté? Non. De quel type de profession était composée l'équipe? L'équipe qui a été mise en place pour cette recherche action, qui est adossée à un laboratoire. Le laboratoire, c'est l'approche contemporaine de la création artistique. Elle était composée de designers graphiques du doyen de la faculté, de Rudy-Bord comme expert externe qui est professeur associé à l'université de Strasbourg et qui à ce moment-là faisait sa thèse à l'université de Strasbourg sur les identités complexes en tant que telles. Un maître de conférence qui est designer graphique, 3 jeunes diplômés qui sortaient du master, donc des jeunes diplômés qui étaient de l'université de Strasbourg, et 2 chargés de communication, donc moi-même comme directrice de la communication et un autre chargé de communication de l'équipe communication, une typographe qu'on est allé chercher en externe et qui est venue in situ pendant 4 mois. Et au fur et à mesure du projet, s'est agrégé d'autres professionnels en fonction de nos besoins, mais on n'a pas du tout travaillé avec des sociologues. C'était l'équipe de base. On s'est enrichi au fur et à mesure de présentations qu'on faisait au sein de l'université pour rebondir sur le travail qui était mené. Mais c'est d'abord un travail fait par des designers graphiques et des communicants. Moi, si on a choisi de montrer ce projet-là, c'est que effectivement, nous, on a été impressionnés par la profondeur de cette charte graphique. Il y a vraiment un travail de réflexion très très en amont qu'on sent dans la charte. J'ai juste une dernière question avant de passer la parole au public pour voir s'il y a des questions sur le projet de l'UNISTRA. Comment se sont appropriés les services de l'université? Comment les étudiants se sont-ils appropriés cette charte? Voilà, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui avec 2 ans de recul? Alors, on est en plein dans l'implémentation de ce langage visuel. Il y a eu le temps de la recherche en tant que telle qui a duré 2 ans, et au fur et à mesure de la recherche, on a présenté le travail aux services. On n'a pas présenté le travail aux étudiants en tant que tels. C'était plutôt les étudiants du master design qui travaillaient. Et l'implémentation et même le projet de recherche en tant que tel a mis en exergue, si vous voulez, des questions d'organisation dans l'université sur les responsabilités sur le graphisme à l'université, le rapport entre le studio graphique, les communicants, le réseau des communicants, les directeurs, les doyens, les enseignants, etc. Et au jour d'aujourd'hui,
il y a eu des résistances fortes. Voilà, il faut le dire. Il y a eu des résistances fortes parce que ce langage visuel demande ou exige un effort pour comprendre qu'on change de modèle. Donc il y a un travail d'appropriation qui a été fait. On a fait on a fait une 50aine de présentations en tout dans l'université, dans les conseils, dans la réunion des directeurs de composantes, dans des facultés, etc. Et la mise en place du langage demande aussi du temps, puisque on n'est pas simplement dans le fait d'apposer un logo ou une signature, mais ça implique de réfléchir à ce qu'on veut dire et quel est le contexte d'utilisation. On peut dire que du point de vue ça se met en place progressivement, mais ça demande du temps et ça ne va pas aussi vite qu'on l'avait imaginé en tant que tel. Ok, merci beaucoup Armelle pour cette participation. On va voir s'il y a quelques questions dans la salle. Peut-être pour le temps que s'il y a des gens qui veulent questionner, ce qu'on peut dire sur l'utilisation par les étudiants et par les services ou les composantes, c'est qu'il y a eu toute une période, les 6 premiers mois, où on a vu des encadrés arriver partout. Mais vraiment partout. C'est-à-dire que tout le monde a mis des encadrés alors que c'était pas du tout l'objet, quoi. Et il a fallu passer par cette étape pour réexpliquer que le langage, c'était la typographie, le picto, la brille, etc., etc. Donc, oui, il y a eu un temps d'adaptation parce que c'est vrai que c'est un langage et c'est pas juste un signe à poser sur un document. Donc c'est sûr que ça demande une phase d'adaptation. Ouais. Oui, bonjour. Moi, j'avais juste une petite question, une petite précision que j'ai pas très bien compris. C'est-à-dire, vous avez présenté le projet comme étant à l'origine un projet de recherche, mais du coup, c'était pas une commande qui a été faite à la base. Quelle est exactement l'origine? J'ai pas très bien compris ce petit point-là de détail, s'il vous plaît. Oui, en fait, au départ, il y avait un travail qui a été fait dans le cadre du master design. Il y avait un workshop avec Rudy Bord. Et dans le cadre de ce workshop, ils m'ont invité comme directrice de la com sur la question de l'identité visuelle de l'université. Et moi, c'était à un moment donné où je rencontrais de vraies difficultés sur l'identification de l'université, où je faisais le constat qu'il y avait une cacophonie énorme, quoi, et que on n'arrivait pas à se faire identifier comme université. C'est-à-dire, on montrait la diversité, ça c'était clair, mais on avait le sentiment qu'il y avait 150 institutions et pas une seule institution avec des entités. Et suite à ça, il y a eu des discussions avec la présidence de l'université pour dire là il faut qu'on change les choses, et il y a des ressources au sein de l'université même pour le faire. Et c'est à ce moment-là que la présidence de l'université nous a dit faites-nous une proposition. Et donc la faculté des arts et le service communication ont déposé un projet IDEX qui est passé devant une commission, un comité de pilotage, pour faire ce projet de recherche que nous, on a appelé plutôt une recherche-action en tant que telle. Est-ce que j'ai éclairci est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Voilà. Mais quand même, je tiens à dire qu'au début du travail de recherche-action, on ne savait pas si on allait aboutir. Et donc, au fur et à mesure, on a senti qu'on pouvait aboutir à quelque chose. Et au moment où on a été suffisamment prêt, on est revenu vers la direction de l'université pour dire on pense que ça, on peut le mettre en place. Et à ce moment-là, on a présenté, la direction de l'université a dit OK, on a présenté au conseil d'administration de l'université et ça a été adopté. Ouais, c'était une opportunité que vous avez saisie en fait. Parfait. Merci beaucoup Armelle. Je vais passer la parole à Stéphane pour parler du projet de Rennes 2.
Merci Laurent. Donc je suis Stéphane Schulz, je partage avec Laurence le nom de famille et beaucoup de choses aussi. Mais je suis pas graphiste et je ne vais pas vous parler de Rennes 2. Moi, je vais essayer de vous aider à soulever le dessous des cartes. Je pense que on parle beaucoup, en fait, quand on parle de graphisme ou d'identité visuelle, on parle beaucoup du résultat. Et tout le monde a un avis. On dit souvent il y a 60 millions de graphistes en France, donc tout le monde a un avis dessus. Mais finalement, on ne sait pas tellement comment ça se passe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à ce résultat. Et aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et on a la chance d'avoir ici donc des représentants de ce qu'on appelle la commande. Des représentants de la création et puis des gens qui ont un métier qui est peut-être pas très bien connu, qui est de gérer tout ça pour que sur la durée, dans les déclinaisons, ça fonctionne bien. Il est pas trop fort le micro, c'est bon? Vous m'entendez bien? Ça colle. Bon, faites signe sinon. Donc on va essayer, pour reprendre la métaphore, de laisser arriver la lumière, comme en Californie, sur nous. Et puis surtout, j'espère que vous pourrez, que vous poserez des questions ensuite pour éclaircir vos lanternes là-dessus. Donc on va commencer avec la commande, à tout seigneur, tout honneur. Donc Marianne Ray, donc vous êtes actuellement chargée de projet éditorial donc à Rennes 2 au Créal, donc j'ai vérifié. Et on va vous demander de faire un petit retour en arrière puisque tous finalement on va revenir 10 ans en arrière, hein, c'est comme dans la chanson. Et on va regarder. Donc vous étiez directrice de la communication à l'époque donc du changement d'identité. Vous allez nous raconter ça. Je représente rapidement pour ceux qui ont raté le début Séverine Laurent. Donc qui est graphiste au Beau Diable et qui à l'époque donc était au Jardin Graphique et donc qui est la responsable en fait de ce projet de côté créa. Et puis Francis Blanche-Manche qui est toujours en place à Rennes 2 et donc qui lui nous expliquera comment, qui était là au départ aussi du projet, qui nous expliquera comment est-ce qu'on gère un projet sur la durée, parce que moi s'il y a une chose que je comprends bien au-delà de la complexité extrême de ces projets, c'est aussi que c'est quelque chose, c'est un marathon, hein, finalement ça se gère sur la durée, c'est pas du tout un sprint quoi. Donc Marianne Ray, je vais vous donner la parole donc pour comprendre finalement comment est-ce qu'on arrive à lancer un projet pareil, comment ça se passe, et puis vous-même, puisqu'on va essayer de voir le dessous des cartes, donc vous-même comment est-ce que vous avez pris possession de ce projet-là? Oui, bonjour. Moi, il se trouve qu'en 2010, l'année où on lance le projet, j'arrive à Rennes 2. Donc c'est ma prise de fonction tout début janvier 2010. C'est la première fois que je suis directrice de la communication, que je deviens manager. Donc je découvre le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche. Et moi, la première commande qu'on me passe, au moment où j'arrive, on me demande de réaliser 80 plaquettes de master sur les masters de l'université Rennes 2. Et là, je m'interroge et je me dis que certainement il y a un préalable à la réalisation de ces plaquettes de formation. Et je viens un peu interroger l'équipe de direction en lui disant que selon moi, il y a un gros travail à faire sur l'identité graphique de Rennes 2, sur l'image de l'université. Et à ce moment-là, l'équipe de direction me suit. Donc on lance cette aventure de refonte de l'identité visuelle de Rennes 2. On peut rappeler juste un petit peu le contexte de 2010 hein, pour ceux qui étaient pas nés. En 2010, il y a un directeur assez charismatique qui est sur le départ, c'est ça? Il y a un président. Premier impair, j'en ferai d'autres. Il y a un président qui est... Moi j'arrive, lui il est sur le départ. Il sait qu'à la fin de l'année, Marc Gontard partira, quittera ses fonctions. Je pense aussi que dans ce genre de projet, il y a aussi des conjonctions de choses qui rendent des projets favorables. Il y a une sorte d'alignement des astres, comme on Exactement. dit. On voyait que pour le projet de Strasbourg aussi, c'était pas forcément un projet qui a été structuré dès le départ pour atteindre ça. C'est peut-être une solution. Donc concrètement, en fait, comment ça se passe? Il y avait aussi, là, on a vu tout à l'heure, il y avait 96 logos. J'ai compté rapidement, il y a 96 logos à Strasbourg. On avait pareil la même complexité, quelque chose de très complexe avant de décider de faire cette identité visuelle. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a des belles réalisations en termes de support, mais il y a pas un ensemble homogène et complet.
C'est mon analyse au moment où j'arrive. Il y a des belles choses, mais pas suffisamment pour déployer ce qu'on me demande en fait, la commande initiale. Et donc pour bien comprendre, avant de faire ce choix complètement fou, parce qu'on verra tout à l'heure que c'était un choix complètement fou, de dire on va refondre. Tiens, si on refondait l'identité visuelle, vous n'aviez pas vous-même, vous n'aviez pas fait ça auparavant. C'était pas, vous aviez pas d'expérience particulière dans ce domaine-là. Vous n'êtes pas graphiste. Alors moi, la seule expérience que j'avais en la matière, c'est en tant que chargée de communication au Club de la Presse de Rennes et de Bretagne, au tout début de ma carrière. Je tente de revoir le logo de l'association. Je travaille avec des étudiants de l'ISA. Qui me font des propositions, et puis le projet échoue en fait. Je me rends compte qu'il y a un fort attachement au logo du Club de la Presse de Rennes et de Bretagne, et en fait la seule expérience que j'ai, c'est un projet qui ne s'est pas réalisé. Ok, merci. On reviendra plus en détail tout à l'heure sur la commande, mais on va passer rapidement à la créa. En fait, Séverine Laurent. Donc à l'époque, vous étiez pas encore au Beau Diable, vous étiez au Jardin Graphique, c'est ça. Je crois qu'il faut lui passer un micro. Donc le Jardin Graphique, tout le monde connaît le Jardin Graphique? Ouais, c'est clair. Donc vous étiez au Jardin Graphique et vous-même, donc fermez les yeux. Vous êtes 10 ans auparavant. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment vous avez connaissance de ce projet-là et comment vous arrivez finalement devant Marianne et Francis? Bonsoir. Alors en fait, comment ça s'est passé? Nous, on connaissait déjà Rennes 2, en fait, au Jardin Graphique. On intervenait en fait ponctuellement sur certains événements, certains documents comme la plaquette Prestige, on l'appelait comme ça, c'est-à-dire enfin l'image de marque un peu de l'université. Mais ça restait en fait très ponctuel. Et donc quand Marianne nous a contactés, elle nous a fait part donc de cette envie de refonte d'identité visuelle. Et donc, il a fallu en fait se plonger un petit peu plus dans le sujet, voir un peu tout ce qui existait, etc. Et donc, on a décidé de faire le pari de refaire une identité pour cette université. Donc, pour bien se souvenir, vous étiez une grosse agence avec 10 chargés de clientèle et 20 graphistes. Non, pas du tout. Vous étiez combien? Alors, pour resituer le Jardin Graphique, donc à l'époque où nous sommes 6, nous sommes 5 graphistes, un programmeur. Et puis on est plutôt habitué à travailler dans le secteur culturel. On est connu pour nos affiches de festivals, etc. Un peu moins pour tout ce qui était institutionnel. Cependant, on travaillait déjà pour d'autres universités ponctuellement aussi, donc on connaissait quand même le milieu. Mais c'était quand même la première fois qu'on travaillait avec, sur un projet de cette ampleur. Donc, quand arrive le projet, on est 5 chefs de projet, mais indépendants. On n'est pas structuré en agence. Donc on se dit, est-ce qu'on le prend ce projet, parce que c'est quand même très ambitieux. Quand on voit l'université de Strasbourg, c'est énorme. Enfin là, c'est vraiment encore à une échelle supérieure, je vais dire. Mais en fait, au départ, on mesure pas forcément tout ce que ça implique, en fait, tout ce qu'on va devoir déployer pour faire quelque chose de cohérent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à cette époque-là, on a fait notre réunion habituelle en se disant voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce projet? J'ai dit moi j'y vais. J'ai envie d'y aller. Jean-Jacques Dussuzeau qui était mon collègue de l'époque donc m'a dit écoute, moi je te soutiens, je suis ton assistant sur ce projet. Et donc notre souhait, en tout cas, j'ai dit si je fais ce projet-là, parce que je savais très bien que ça allait être un travail très laborieux et il y avait un vrai pari derrière. Je me suis dit, je me fais plaisir, je fais quelque chose de très créatif, quitte à perdre cet appel d'offres. Je casse un petit peu les codes habituels parce qu'il y a 10 ans, je pense qu'il n'y avait pas vraiment des projets comme celui de Strasbourg et ce que tu as présenté, Laurent, c'était encore très sage en fait. Il y avait surtout des belles plaquettes avec des belles photos d'étudiants qui sortaient des salles de cours, etc. Voilà. Ou alors c'était des photos des bâtiments prestigieux, etc. Enfin voilà, on essayait de mettre en avant le lieu. Ça c'est pour les gens qui les payent, ça. C'est important de mettre les bâtiments parce qu'il y a des gens qui les payent en fait. Donc en fait, ça montrait aussi. Enfin voilà, il fallait créer quand on communique, il faut créer de l'image et souvent, nous ce qu'on a constaté en débutant, en tout cas l'identité graphique, les recherches, on a fait un peu un constat de ce qui se faisait et c'était souvent assez classique en fait et très très sage. Donc moi, je me suis dit, j'y vais. Je fais un truc qui est un peu plus détonnant. On est sur une université où il y a de la recherche.
de la créativité, c'est les arts en général, c'est les sciences humaines, etc. Donc allons-y quoi. Voilà. Donc on va encore maintenir le suspense 2 minutes avant de voir justement le projet lui-même. Francis Blanche-Manche, donc vous êtes toujours là, toujours directeur artistique du Créa Rennes 2. À l'époque, en fait, vous positionniez comment sur ce projet-là? Vous étiez là avant Marianne? Avant Marianne, sur le projet, non, mais à l'université, oui. Directeur artistique, donc au service audiovisuel. Le CREA, c'est le service audiovisuel. Donc le domaine du graphisme, comme celui dont on parle ce soir, c'était peu le mien. Donc un peu comme Marianne, j'ai débuté un petit peu, j'ai fait mes premières armes sur cette aventure-là, avec beaucoup de plaisir. Donc moi, j'étais plutôt directeur artistique dans le monde de l'audiovisuel, donc pour la vidéo, le multimédia, etc. Donc finalement, on est vraiment à la jeunesse, quoi. C'est-à-dire ce projet, c'est vous qui l'avez fait naître, mais il vous a fait naître quelque part un peu tous aussi, quoi. Je suis métaphorique ce soir, en fait. Je fais des métaphores. Bah oui, c'était une grande aventure. Hein. On comptait tous sur tout le monde. On était sûr que les autres étaient super bons, avaient déjà une grande expérience, et puis voilà. C'est un peu comme ça que moi je l'ai. Bon, donc, en tout cas, c'est une première leçon, ce projet. C'est pas parce que vous êtes seul ou à deux qu'il faut pas se lancer sur des gros projets. Vous voyez où ça peut vous mener. Moi, je suis quand même impatient de voir. Est-ce qu'on peut passer est-ce que Séverine peut nous faire le grand oral d'il y a 10 ans, là, pour nous expliquer d'où on venait, peut-être, et puis où est-ce qu'on est arrivé? Alors, donc on va commencer par le logo, tout simplement. L'université avait dans sa demande d'appel d'offres, il était question d'une refonte du logo, mais plutôt c'était une refonte assez sage, un relooking, mais c'était pas de réinventer la lune sur le logo, c'était pas le nerf de la guerre en fait. Donc en fait, il existait déjà un logo à l'époque qui était un 2, puisqu'on insistait sur le 2 de Rennes 2, Rennes 2. Et donc il était simplement à la verticale, noir, et il y avait une typo très sobre en dessous. Et donc il fallait retirer Haute-Bretagne, oui. Je me rappelle plus déjà. Voilà, ça m'a échappé, mais c'est vrai. Ça a été vite retiré. Il était question juste d'une simplification et puis de lui donner une touche plus moderne, évidemment. Et donc, quand nous on a fait un peu l'analyse de l'existant de l'université, ce qui existait déjà, à ce moment-là, Rudibord, pour parler encore de Rudibord, il venait de créer la signalétique sur les bâtiments. Alors nous, on avait créé à l'époque les lettres, le A, B, C, etc. Et lui, il était venu habiller ces lettres d'une trame verticale qu'on voit au Tambour, par exemple, on la voit très bien maintenant, elle a été vraiment déclinée. Donc ce sont ces lignes verticales de toutes les couleurs qui sont posées sur chaque bâtiment pour bien se repérer dans l'université. Donc j'avais trouvé que c'était très réussi, puis j'étais contente qu'il ait travaillé sur ce que nous avions déjà proposé pour plutôt qu'à chaque fois qu'un nouveau graphiste intervient, que tout soit effacé, on recommence. C'était cohérent. Donc je me suis dit, il faut que moi-même, dans ma réponse, je sois cohérente avec ce qu'avait proposé Rudibord. Donc il avait fait une trame, donc j'ai décidé de faire une trame aussi, mais de la mettre à l'horizontale pour qu'il y ait une réponse et un jeu entre ces deux, un dialogue en fait entre son travail et le nôtre et une dynamique en fait. Donc on est parti sur l'idée de trame en lui ajoutant un mouvement. Un peu comme on va dire les traces d'une histoire. Chacun à l'université vient avec sa propre histoire, son parcours. Donc ces trames verticales, c'est un peu le parcours de chacun. Ça fait un peu aussi empreinte digitale. Je trouvais ça intéressant. Et puis il y a une vibration. On en avait parlé avec Francis. C'est-à-dire que quand c'est en petit format, il y a quelque chose qui se met à vibrer. Et je trouvais ça assez intéressant dans l'idée qu'une université c'est quelque chose de vivant et en perpétuel mouvement. Donc voilà. Après, dans la réponse, on a souhaité être très simple, c'est-à-dire que du noir pour éviter des déclinaisons de couleurs selon les services qui l'utiliseraient, etc. Des fois, la couleur c'est compliqué aussi à gérer en interne. Donc le noir et puis une typo qu'on a déclinée en deux versions. Donc on l'a appelée la pochoire. Donc on est parti sur une typo des années 70. On avait envie d'être sur quelque chose de très marqué pour que chaque document soit très vite repéré en fait, puisqu'il y a dans l'université il y a tout un tas de services qui communiquent et qui éditent énormément de supports. Et on s'est dit comment faire pour que chacun de ces supports soit tout de suite identifié par n'importe qui viendrait de l'extérieur. Donc il faut qu'on soit fort sur une typo.
une typo, ça marque tout de suite, ça donne une empreinte en fait à une identité, quoi. On le voit à chaque fois là sur ce que tu as montré, il y a toute une réflexion. Donc ça, c'est une typo que vous avez créée vous-même. Donc celle-ci, en fait, on l'a créée à partir de la Frankfurter, qui était une typo très années 70. Donc moi je trouvais ça bien de marquer aussi toute l'histoire de l'université, de partir sur quelque chose d'une certaine époque et puis de revenir la mettre au goût du jour. Et puis je trouvais que c'est une typo très populaire et je trouve qu'une université c'est quelque chose qui doit rester populaire aussi. Et j'avais pas envie en tout cas moi de lui donner une image de quelque chose de guindé ou un peu austère. Je trouvais ça généreux en fait et ça nous permettait de la travailler aussi en format zigzag, comme on l'a appelé, donc du fait de ce côté pochoir, de pouvoir la travailler avec une trame derrière. Donc ça permettait après dans l'utilisation graphiquement, ça permettait de tout de suite donner un peu du style, enfin en tout cas quelque chose de voilà. Donc Marianne, vous voyez ça dès le projet, c'est ça? C'est-à-dire vous avez ces mots-là et ces explications, vous les avez dès l'appel d'offres ou c'est quelque chose que vous allez construire ensemble une fois que vous avez topé dans la main pour partir ensemble? Comment ça se passe? Moi, j'ai envie de revenir un peu en arrière, c'est-à-dire que moi, mon intuition, c'est pas du tout celle de travailler avec une agence graphique. Je sais pas pour te froisser. Mon intuition, parce que j'arrive et que je suis toute nouvelle, toute fraîche et que j'ai envie d'être rassurée, c'est de travailler avec une agence conseil en communication. Donc moi, je fais un travail j'ai peu de temps pour la mise en place de cette charte, c'est-à-dire que j'arrive en janvier et mon président a envie qu'elle soit déployée en septembre. Et donc, moi, je vais chercher 5 agences, dont des grosses agences. Ça me rassure. Dont Heureux RSCG, dont Elle et Lui qui a refait l'agence de l'UBO quelques années avant. Et quand même, parce que le jardin graphique a travaillé préalablement avec l'université Rennes 2, il y a quand même l'idée de faire ce travail en douceur. Et donc c'est vrai que je rencontre Mathieu de Sailly et je dis à Mathieu... Mathieu de Sailly du jardin graphique. Du jardin graphique. Et je lui dis quand même... moi j'ai vraiment en tête l'image quand même négative de l'université Rennes 2. C'est indéniable, très investi dans les mouvements, mais qui des fois le paye aussi très cher. Et je fais je définis une espèce de portrait de cette université. Et donc j'ai vraiment comme idée cette image négative. Et dès les premiers mois où j'arrive, j'ai cette idée que c'est un super lieu de formation et un super lieu de vie, qui a vraiment un pouvoir d'évocation de cette université, que c'est vivant, et j'ai vraiment envie que ça se voit, que ça transparaisse, et que cet univers graphique puisse parler aux étudiants. Et c'est vrai que je pense que... Et alors les agences de com là-dedans, Mathieu transmet ça à Séverine, et Séverine, elle a, c'est vrai que tu es la seule de tous ceux qui ont répondu à cette commande à te promener dans le campus, à prendre des photos qui sont des photos superbes, mais pas, on n'est pas sur l'image un peu galvaudée, mais les images sont authentiques et non seulement tu réponds à la commande, mais tu proposes tout un univers photographique et aussi les avatars, et c'est vrai que c'est un peu c'est le plus de tout ce que tu as proposé et qui a conquis tout le comité de pilotage à l'unanimité. Donc les avatars qui sont au-dessus de nous, vous avez des avatars vous ou pas? Ouais, il y a des gens qui ont leur avatar. Donc juste pour terminer, donc les agences de com, elles sont sorties dès le début, c'est ça? Parce qu'au début il y avait l'idée d'avoir une agence en plus des créas, c'est ça? Il y avait les créas et une agence. Non, il y avait 5 agences. Il y avait 5 agences. Et moi, je me disais juste, mais intuitivement, je me disais que j'avais envie de partir sur des agences conseils qui m'auraient peut-être plus, apporté en termes de stratégie de marque, parce que je trouvais ça rassurant en fait. Et c'est vraiment le projet de Séverine qui l'a emporté haut la main par son originalité, par son intelligence de situation. Vous êtes arrivés les derniers, je me rappellerai toujours, très simplement, mais voilà, c'était simple, mais... Et donc on peut le dire, le projet a été choisi à
À l'unanimité. Complètement. C'est ça, hein, quand même. Donc vous avez vraiment emporté le morceau. Et donc, à ce moment-là, Séverine, les ennuis commencent. Les ennuis, en tout cas, ça a été quand même plus compliqué, voilà, parce que on a une idée en tête et évidemment après il faut l'accompagner un peu. Moi, je suis quand même assez intéressé de savoir comment ce parti pris graphique très fort, notamment des avatars, de la typo des années 70, comment c'est perçu, je dirais, au-delà de l'aspect séduction. On voit bien, à partir du moment où on va porter ça vers les services, je crois qu'il y a beaucoup de directions, d'établissements, de services. Concrètement, comment ça se passe? Vous cachez jusqu'au dernier moment, vous préparez votre coup, ou au contraire, vous... Alors... Non, je fais pas une intrusion tout à fait par hasard, mais en fait, alors il y a un intrus sur la scène. Mais non, je demande la sécurité. Je trouve que c'est Patrice vraiment jamais, Roturier. parce que avant d'être retraité, évidemment, j'étais en activité et je faisais partie de l'équipe de direction qui a choisi dans le jury qu'on avait composé avec Marianne et tout ça. Moi, je faisais partie de ce jury-là. Donc, effectivement, alors moi, je suis enseignant d'art plastique, donc bon, moi, j'ai un peu de culture graphique, et je peux dire qu'effectivement, cette proposition était extrêmement séduisante, et on dirait, mais elle annonçait les ennuis. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous voyez bien, dans le principe, il y a une identité pour chaque service, pour chaque département à définir. Là, parce que j'ai fait 45 ans dans cette université, hein, j'y suis arrivé en 73, et comme j'ai fini cette année, donc vous faites le calcul. Eh bien, je connais bien effectivement l'esprit Rennes 2, et je me doutais bien que chacun allait revendiquer des choses spécifiques, ou au contraire dire ah non, ça nous convient pas du tout, et qu'il allait surtout falloir se mettre d'accord dans chaque service, dans chaque unité de l'université. Donc, je trouvais génial l'idée. Mais il est évident qu'elle allait être complexe à mettre en œuvre. Voilà, c'est juste pour donner un petit témoignage de Alors comment ça se passe côté. Et puis après on va passer la parole à Francis aussi parce que je tiens à la parité. Mais oui, comment ça se passe concrètement? Je veux dire, vous avez ce projet-là, Alors, il est pas du tout abouti comme ça au début. Pas du J'imagine tout. il y a quelques. Enfin, pas du tout. Si, quand même. Si, quand même. On a quand même, Ouais. on a les corps. On a à peu près les corps. Au niveau des corps, ça posait pas de problème. Mais après, c'est le symbole en fait pour chaque service, pour chaque discipline, etc. Alors là, ça a été plus compliqué quand même. Et on s'est dit qu'il fallait absolument aller les présenter, faire acte de pédagogie en fait auprès de chaque UFR, etc. pour présenter le principe. Ouvrir aussi la discussion en disant que c'était pas figé. Donc la première version des avatars, en fait, il y avait des formes très différentes, des choses plus abstraites, des choses. Enfin voilà, c'était pas tout à fait comme ça. Et donc avec Marianne, on a pris notre bâton de pèlerin, on est allé voir, on a fait des réunions avec les différentes personnes concernées. Et effectivement, moi j'étais très surprise en fait de la réaction de certains où ça a été soit super bien accueilli, soit très mal accueilli, et en tout cas ça a été très très fortement exprimé. Et moi je pensais qu'en fait ils avaient pas forcément leur mot à dire en fait. À partir du moment où ça avait été validé par la direction, par toute l'équipe en place de pilotage, je pensais pas qu'il allait falloir revenir comme ça. D'où le temps en fait qui a été nécessaire. Enfin il y a eu plus de temps de prévu. Et en fait, ces échanges-là ont aussi nourri, fait évoluer le projet dans le bon sens. Certaines fois, pour moi, j'ai dû un peu, annuler certaines choses que j'aurais aimé garder en fait. Certains avatars, il y a des choses qui n'ont pas plu. Bon, on a discuté quoi, mais c'était riche en fait et c'était vraiment intéressant. Ça fait partie de l'expérience. On s'en souviendra longtemps, je pense, Marianne. Et justement, Francis, comment ça se passe? Parce que là, on a parlé donc d'une espèce de comité de choix, de suivi, de direction, et puis ensuite on descend dans les services. Et les étudiants, alors à quel moment ils voient ça et comment est-ce qu'ils sont prévus dès le départ? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont représentés dans ces institutions ou est-ce qu'au bout d'un moment ça descend et talam, on leur montre et on guette une réaction? C'est plutôt Talam, je pense. C'est plutôt talam. Ouais, c'est plutôt Talam. Je sais pas. Ah oui, il y a eu le travail avec les photographies qui a été fait aussi, effectivement. Je sais pas si on en a vu, où les avatars, les pictos d'avatars étaient découpés et on demandait aux étudiants de... Parce qu'on est d'accord, les personnages, c'est bien les étudiants. C'est pas les enseignants. Bah, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Ouais.
La volonté de départ au niveau de la demande de l'appel d'offres, c'était vraiment de fédérer quelque chose qui pouvait représenter à la fois le personnel, les enseignants, la recherche et les étudiants. Et je me souviens très bien que dans la demande, c'était justement d'impliquer vraiment les étudiants, de les faire se sentir appartenir à l'université à travers cette charte en fait. Donc il fallait aussi les séduire, et je trouvais que d'être dans l'illustration, dans quelque chose d'un peu plus pop, etc., ça pouvait être plus parlant pour les étudiants que quelque chose d'un petit peu plus austère et un jeu de typo, etc., qui pouvait peut-être être moins parlant pour eux. Marianne. Oui, c'est vrai que la co-construction, elle s'est faite essentiellement avec les enseignants-chercheurs, c'est-à-dire que les directeurs des départements avec qui ça a été relativement âpre. On a rencontré donc chaque unité de formation et de recherche pour leur présenter le projet. Et c'est vrai que quand on attribue un avatar à un département d'histoire ou de géographie, ce représentant de ce département a une image de son savoir et de son département. Et là, il y a vraiment des télescopages de représentation. Et on a voulu garder le système tel qu'il avait été pensé par Séverine, c'est-à-dire vraiment attribuer les avatars au département et au service. Donc on a conservé cette idée-là, mais dans toute l'équipe de direction, là, il y a vraiment eu à un moment donné une vraie inquiétude. Et moi, j'ai le président de l'époque, Marc Gontard, qui m'a dit « je vous laisse carte blanche ». Et donc, on avait l'idée, mais il fallait bien faire avec les gens. Donc c'est ce qui a demandé à Séverine de redessiner, de refaire des propositions pour qu'on tombe d'accord. Mais à ce moment-là du projet, ça tremble quand même pas mal, hein. On est assez inquiet sur sa mise en œuvre. On sent le moment où, en gros, si on écoute tout le monde, on va se retrouver avec des cercles et des triangles et on va perdre la substance, c'est ça? Il n'y a pas vraiment de consensus finalement, ou c'était au contraire, les gens voulaient aller plus loin dans le parti graphique, hein. Non, à ce moment-là, en fait, l'équipe de direction, comment dire, je crois qu'on envoie un mail à la communauté enseignante, et il y a la médecin de l'époque qui ah oui, la médecine du travail. La médecine du travail, voilà. Je peux en parler parce qu'elle est plus là, elle est partie à la retraite, mais qui dit, il y a des levées de boucliers contre le logo. Le logo tremble, donc pour les gens qui ne voient pas bien, c'est une catastrophe. Et puis c'est envoyé sur des listes syndicales. Là, on sent que ça pourrait vraiment faire capoter le projet. Donc j'ai de la chance d'avoir un président qui me dit garde le cap, c'est bon, vas-y, garde le cap. Et on le met en œuvre comme il avait été pensé. Donc l'appropriation d'une identité graphique, elle se fait pas à ce moment-là. Le temps de mise en œuvre, il est relativement long, et le temps de l'acceptation, c'est pas encore à ce moment-là. Ça vient plus tard, très clairement. Mais c'est bien d'avoir pu, on a eu la chance quand même dans cette gestion de projet d'avoir une unanimité autour d'un projet et de l'avoir mis en œuvre comme il avait été pensé. Voilà. Et ça, je pense que c'est extrêmement précieux. Et justement sur la durée, Francis Blanchemanche, pardon. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour arriver à garder cette cohérence? Parce que souvent, je connais un peu les graphistes, on dit au début on a fait un projet magnifique, et puis quand on voit les déclinaisons, quand on voit les différentes adaptations, ça crispe un peu, on se dit mince, ils n'ont pas vraiment respecté la charte. Donc concrètement, Francis, vous avez tout écrit à un moment donné, il y a une charte graphique qui faisait 200 pages, ou c'est plutôt vous-même en fait au quotidien, dans les consultations ensuite? Parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est que le début, hein. Je veux dire, il faut que ça pousse ensuite, que ça fasse des fleurs, des fruits. Donc, comment ça se passe concrètement, en fait, pour arriver à garder cette cohérence pendant 10 ans? Séverine nous fournit une charte graphique, déjà quasiment très tôt, quasiment dès ta réponse, c'est déjà les grandes amorces de cette charte, même si elle n'est pas encore complète, mais je sais pas, tu avais peut-être prévu certainement moins d'avatars que je sais pas quelle quantité d'avatars il y a au final, mais ça s'est multiplié par 2 ou par 3, voire par 10 peut-être.
Oui. Et après, c'est les limites de la charte graphique, c'est à la fois directif et en même temps ça doit rester ouvert et on doit pouvoir jouer avec et voir dedans comment cette chose-là qui est définie, on peut peut-être la décaler un petit peu. Et puis. Donc en tant que directeur artistique, vous produisez aussi, c'est-à-dire vous produisez aussi des déclinaisons et puis vous encadrez les déclinaisons d'agences comme Pollen Studio ou d'autres, c'est ça? Pour le site de Rennes 2, mes productions, c'est par rapport à ce qu'a fait Séverine, c'est l'habillage des vidéos. C'est surtout autour de l'habillage des vidéos. Et puis, je travaille aussi avec le service communication quand il y a besoin de soutien. Mais c'est surtout par rapport à... Voilà. Et donc, justement, si on fait un peu le bilan, parce que l'heure tourne, je vais pas spoiler ce que vous allez dire, mais concrètement, si c'était à refaire, finalement, qu'est-ce que vous referiez et puis qu'est-ce que vous referiez peut-être pas? D'abord, on peut poser la question, est-ce que vous en avez refait ensuite? Ça peut Alors, donc j'ai eu des propositions pour retravailler sur d'autres universités et Bordeaux, voilà, de mémoire, comme ça, des appels d'offres, bien sûr, à un institut de recherche à Paris aussi, des choses comme ça. Et moi, j'avais travaillé très longtemps donc sur la charte de Rennes 2 et j'avais pas forcément envie de me relancer dans ce même sujet que j'avais déjà très longuement exploré. Et je me voyais pas, j'avais pas suffisamment de fraîcheur pour faire une réponse complètement différente. Donc j'avais pas assez à l'époque de recul en fait par rapport à tout ça. Donc j'ai décliné. Et qu'est-ce que je retire de ça et qu'est-ce que j'aurais refait différemment? Je regrette rien. Franchement, j'ai trouvé que c'était audacieux par rapport à l'époque. Et j'étais hyper fière en fait que ce soit né en fait cette charte avec tout ce que ça m'a appris en fait et la seule chose, c'est ce qu'on s'est dit avec Marianne, c'est vrai qu'on était plus jeunes aussi, on avait 30 ans, moi j'avais pas fait de choses aussi ambitieuses, donc je me serais épaulée d'une personne qui aurait été plus sur justement ce travail d'accompagnement auprès des UFR en fait. C'est-à-dire que moi j'étais au four et au moulin, j'avais tout créé et il fallait qu'après je vende tout auprès de ces gens-là qui sont des gens en plus très instruits, très charismatiques et à qui il faut quand même voilà, il faut débattre quoi. Ça va pas passer comme ça. J'ai fait ça parce que c'est joli. Enfin bon, voilà. Donc c'était un peu quand même. Un peu difficile, donc si c'était à refaire, s'organiser un peu différemment, avec peut-être se répartir les rôles avec une personne qui est pas graphiste, mais voilà, qui aurait quelqu'un qui serait un petit peu en dehors. Ouais, on appelle ça. Tu disais le chargé de clientèle, voilà, dans une agence, mais je sais pas si ça se dit comme ça, mais quelqu'un qui serait là un petit peu extérieur en fait au projet pour pouvoir garder cette distance et puis pour pouvoir expliquer les choses peut-être avec plus de facilité que moi, quoi. Voilà. Marianne, si c'était à refaire, alors comment est-ce que vous le referiez comme ça? C'est vrai, c'est ce qu'on s'est dit quand on s'est appelé. On était un peu. Moi, je débarquais et j'avais tellement envie de mettre en place un projet, mais c'était quand j'y repense maintenant, le timing était complètement fou. Je suis arrivée début janvier c'est pour ça et on a mis en œuvre la charte en septembre. Je ne le referai certainement pas avec le même rétroplanning, ça c'est une évidence. Mais il y avait vraiment une envie de voilà, c'était une chance folle de faire ce projet-là et on a eu la chance trouver un projet comme ça là d'une telle fraîcheur, ça arrive pas tout le temps. Comme tu disais, sur d'autres projets, t'as peut-être pas eu envie parce que pour avoir retraversé d'autres projets de création graphique pour d'autres structures, etc. Il y avait des super acteurs, il y avait des conjonctions de choses qui ont fait que ça s'est mis en place de cette manière-là. Donc je recommencerai, oui, bien entendu, oui. En tout cas, ça a l'air d'être une belle histoire. Je sais pas ce que vous en pensez. Francis Blanchemanche, donc peut-être il y a un film là à passer et puis peut-être juste pour conclure parce que c'est quelque chose qui vit toujours, on fait pas de l'archéologie. Donc concrètement c'est quoi les enjeux maintenant par rapport à cette identité visuelle, comment est-ce qu'elle évolue, comment est-ce qu'elle est déclinée? L'image qu'on a vue avant, c'est pour répondre à la question que tu m'as pas posée. Moi, si j'avais à le refaire, je le ferais pareil, mais à la limite, c'est pas fini.
C'est ça qui est bien, c'est qu'on continue à travailler avec. Et ça, c'en est un exemple, par exemple. Donc ça, c'est un film qui est réalisé par le CREA en 2017, qui est réalisé par Luc Cheffard avec l'université RN2. C'était un film une demande du service international. C'est ça, hein, je me trompe? De la vice-présidence en charge de l'international. Donc on devait vanter les mérites de l'université Rennes 2 pour les étudiants étrangers, pour des étudiants qui ne connaissaient pas Rennes 2. Et on a décliné les avatars, on en voit un ici, on leur a donné vie. En fait, ils se sont mis en 3D. Alors ce qui était, c'est pratique pour le droit à l'image, ça vous embêtait pas du coup? Non, on en a parlé avec Séverine d'abord. Enfin, d'abord, non, peut-être pas d'abord. Non, pour le droit à l'image des acteurs, je voulais dire. Ah oui. Comme ils ont. Voilà. Pour faire une parenthèse justement sur le droit à l'image, c'est que les photos, en fait, quand on a imaginé que les étudiants, on les a pris in situ comme ça dans l'université et on leur a mis le picto donc devant le visage. Et d'ailleurs, les étudiants ont joué le jeu avec plaisir. Moi, j'étais super étonnée, mais tout le monde était ok. Voilà, on prend la photo. C'était très spontané. Et du coup, ça nous évitait le problème du droit à l'image aussi. Non, mais vraiment, j'y ai pensé en me disant, voilà, ça c'est un vrai problème, quoi, de comment on fait pour créer de la substance visuelle et le droit à l'image dans une université, etc. Donc voilà. Et donc sur la suite, Francis. Oui, c'est ça. Pour la suite, le logo a été décliné. Voilà, on a l'exemple ici, en tout cas avec ce qu'on appelle la griffe à droite. Donc ça, c'est pas une déclinaison de Séverine, ça, c'est d'autres agences ou c'est vous-même qui continuez? Alors déjà, il y a plusieurs déclinaisons qui ne sont pas de Séverine, parce qu'on voit que l'université des Rennes 2, là, c'est donc avec le logo avec un 2, mais quand Séverine l'a créé, il y avait, moi, ce que j'appelais déjà à l'époque une verrue, il y avait l'UEB qui avait un logo dans le logo, qui était vraiment pas du tout facile à gérer. Et toi, quand tu as fait... Oui, c'était une objection, bien sûr. C'était pas de ton. Non, c'est pas de ton fait. C'était une de tes contraintes, évidemment. Tu avais l'obligation de mettre cette chose-là. Fallait intégrer la verrue. C'était dans le cahier des charges. La verrue a été retirée. Ça, je me semble pas que ce soit toi. La BU, là, c'est encore une autre déclinaison qui a été faite par Pollen, me semble-t-il. C'est signé. Et la griffe des 50 ans, donc la signature des 50 ans, c'est donc une déclinaison. Réalisé par Pollen, inspiré par le logo de Séverine. Et voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas fini, ça continue à vivre. Donc ça continue encore pendant 10 ans. Ça montre la richesse on se revoit dans 10 ans alors à ce moment-là. Avec vous, j'espère. Merci, on a été un petit peu plus long que prévu, j'espère que c'était pas ennuyeux, j'espère que vous avez des questions quand même. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? C'est le moment ou jamais, là, vous voulez... Ils sont chauds, ils sont pleins d'émotions, là. C'est maintenant. Je peux même lancer le micro. Qui est-ce qui se lance, hein? Là. Monsieur. Bonjour. Du coup, moi, j'avais potentiellement 2 questions. La première, c'était, vous parlez de vibration avec la trame à l'intérieur, mais à quel point c'est quand même utilisable, je suis pas de Rennes 2, donc je sais pas. Mais sur des petits formats... parce que j'ai déjà fait ce genre de trame, mais vraiment sur des petits formats et selon le support, c'est difficilement gérable. Et pas par rapport à la médecine du travail, on est d'accord. Hein. Non. Non, mais en fait, on a fait en sorte que ça soit lisible en tout petit. Enfin, on a géré notre trame en fonction de cette nécessité-là, en fait, parce que sinon, effectivement, ça se serait brouillé, en fait. Donc, le logo, il a une limite d'utilisation au-delà en dessous d'1 centimètre, il peut pas être utilisé. Ça fait partie des règles de la charte graphique. Et donc, du coup, normalement, ça fonctionne. Visiblement, j'ai jamais vu, de problème par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, techniques ou pas techniques? Moi, j'ai une question ou je sais pas si on m'entend. Ah, question de Strasbourg. Ouais, j'ai plutôt une question ou une remarque que je me suis faite parce que quand je suis arrivée dans les universités, c'est aussi une des identités que j'ai regardées et qui m'a interpellée par rapport à ce qu'on voyait sur l'ensemble des universités. Je parle française en tant que telle, où on voyait là qu'il y avait quelque chose qui était aussi très en lien avec le territoire en tant que tel, ou avec l'identité régionale, que je retrouve aussi dans l'identité de l'université, de ce que vous avez fait en fait. Et je trouvais ça très intéressant, et je reviens à ce qu'a dit Laurent Schulz au tout début de son propos et de ce mardi graphique sur
la nécessité pour nos universités d'être aussi en lien avec nos territoires, que je retrouve aussi dans le travail qu'on a fait à Strasbourg, dans l'aspect plutôt suisse ou plutôt allemand, qui est une des forces du territoire. Donc moi, c'est simplement un retour en fait sur ce que je ressens. Oui, on peut trouver le lien. Enfin, c'est un logo en noir et blanc. Le lien avec le Guanadu, l'université Bretagne-Loire avait aussi utilisé ce noir et ce blanc. C'est finalement une conséquence. C'était pas vraiment très présent au moment où on a travaillé sur ce projet-là. Et tout ce qui est marketing territorial, enfin, on s'en est nourri bien plus tard. J'ai envie de le dire, c'est de la marque Bretagne, etc. C'est finalement ça, c'est venu après tout. Oui, ça. dans le cahier des charges, il n'y avait pas l'obligation d'avoir 3 hermines et 2 Guanadu et des galettes de saucisses, quoi. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait une question. Moi, c'était plutôt une question pour Séverine Laurent, en tant que jeune graphiste qui défendait un peu son bout de gras, comme vous le disiez tout à l'heure, face à des sachants peut-être plus âgés, plus charismatiques, qui connaissent forcément leur public, leur contexte, leur territoire. Qu'est-ce qu'on leur dit pour les convaincre? Puisque finalement, la solution graphique a été retenue quand même, donc c'est que vous avez été convaincante. Ben, en tout cas, pour moi, le projet, enfin, voilà, on peut être convaincant. Enfin, c'est pas juste des paroles. En fait, aussi, on avait notre charte en appui. On était très décidés à faire passer notre idée aussi. Pour moi, elle tenait la route. Elle avait du sens. Donc, à partir de là, même si c'était pas forcément très habile dans la façon de le présenter, voilà, le sujet tenait suffisamment la route pour qu'on puisse en discuter, quoi. Donc, ce que je leur disais, moi, surtout, c'était qu'à travers ce projet, on a resitué les valeurs. En fait, on parlait de diversité, on parlait de sciences humaines, de campus virtuels. En fait, à travers tout, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la globalité des personnages, en fait, plutôt que les identités. C'est pour ça, en fait, que ça m'a surprise, parce qu'effectivement, ils se sont interrogés sur leur propre identité, sur chaque avatar. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'ensemble. C'était le côté université aussi avant-gardiste, avec des têtes en forme de picto, donc on était sur de la création. Finalement, vous leur avez parlé leur langage, de leurs intérêts, et vous leur avez On leur a parlé parlé de leurs intérêts. Ils nous ont fait des contre-arguments, évidemment, plutôt sur le sens, en fait, le fond, en fait, de chaque symbole. Donc ça, des fois, ça m'a déstabilisée, parce que je me suis dit, effectivement, j'ai pas forcément toujours été sur chaque symbole aussi précise, et j'ai pas une réflexion. D'ailleurs, il y a un temps limité, on peut pas y travailler pendant 6 mois. On avait un budget. Donc bon, voilà, tout ça. Mais ce que je leur disais, ce qu'on leur avait dit avec Marianne, c'était que c'était ouvert à la discussion surtout, quoi, et qu'il fallait pas se bloquer sur un avatar en particulier, qu'on allait retravailler ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. On a échangé comme ça, au cas par cas, en fait, avec ceux qui bloquaient sur leur image. Voilà. Moi, je veux bien répondre à la question aussi, parce que je la trouve hyper intéressante. Les grosses agences, elles ont essayé d'aller sur ce terrain-là, du savoir, et elles se sont grandement plantées. Non, mais il faut savoir que le milieu de l'enseignement supérieur est un milieu complexe qui bouge énormément, et il faut être extrêmement précis pour se targuer d'avoir une analyse. Je me rappelle très bien d'une espèce de pseudo-sociologue qui s'est trompé dans le nombre d'universités sur le territoire. Enfin voilà. Et là, c'est planté, totalement planté. Je pense qu'il faut juste parler de ce qu'on connaît et de ce qu'on a envie de transmettre en termes de sens et de représentation, et ne pas aller sur un terrain finalement que l'on ne maîtrise pas. Moi, je me rappellerai vraiment toujours, Séverine est arrivée toute simple, mais vraiment toute simple. La dernière, ils sont arrivés les derniers, et ils étaient très simples, mais très vrais dans ce qu'était leur proposition. Et ça fonctionne tout simplement. Mais ne pas aller sur un terrain finalement qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est à coup sûr casse-gueule, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on aille boire un verre?
J'espère que vous restez. Il y a une petite question, la dame au premier rang. Moi, j'avais une petite question. Tu disais tout à l'heure, Marianne, qu'il y avait eu un timing hyper court. Du coup, qu'est-ce que vous avez eu le temps de faire dans ce timing-là? Est-ce que c'était, tu vois, Séverine, est-ce que la charte était déjà ficelée? Parce que le temps d'aller voir tous les UFR, ça a dû prendre un temps de dingue. Donc, où est-ce que vous en étiez rendu entre, tu disais que tu étais arrivé en janvier, c'est ça, et que la charte, elle devait être sortie en septembre. Donc ça fait 6 mois. Qu'est-ce que vous avez eu le temps de faire en 6 mois? Parce que, vu le boulot, ça a dû déborder, quoi. Alors moi, j'arrive en janvier. Je sais plus exactement à quel moment je les convainc de se lancer dans ce projet. Certainement février. Donc je rédige mon cahier des charges. Je m'engage dans une procédure simplifiée, parce qu'il est inutile de dire que si vous avez à publier votre appel d'offres, vous pouvez pas tenir ce genre de délai. Donc je choisis 5 agences. Je décide de rémunérer chaque agence qui va faire une proposition. Ça, j'y tiens aussi, parce que quand même les agences, quand elles viennent, le gros de leur travail est fait. Donc je trouve que c'est important. Avec Francis, nous rencontrons toutes les agences. Vraiment, je pense qu'on passe 1 heure, 1 heure et demie avec chaque agence pour leur présenter le projet. Et ça, finalement, aujourd'hui, on n'ose même plus le faire. Et pourquoi pas? Moi, sur les derniers projets sur lesquels on a travaillé, nous, on se refuse de rencontrer. Et pourquoi pas? Je veux dire, rien n'est mieux que de présenter à l'oral et d'expliquer la démarche, etc. Et en fait, le retour des agences a lieu le 10 mai. Le soir même, on s'est décidé, on sait avec qui on va travailler. On travaillera avec Séverine Laurent. Et c'est ensuite qu'on envoie un mail en interne sur les principes généraux de la charte, et que on part avec Séverine et notre bâton de pèlerin rencontrer les UFR. Et en fait, on lance cette charte en septembre, et on a une demande supplémentaire du président de l'époque, c'est d'afficher les grands formats, parce qu'à l'époque, il y a toujours le pied bleu, je sais pas si tu te rappelles, Séverine, sur les bâtiments. Et donc, pour la rentrée, je travaille sur la position de 3 grands formats au niveau du tambour, devant la présidence et à la harpe. Donc en fait, la charte était vraiment finie en septembre. Quasiment. Après, il y a tout un travail de rencontre avec l'équipe du service communication, et puis de déploiement en interne. Après, c'est long, toute cette phase-là. Et de mémoire, en 2011, on attaque le site internet, qui est encore un autre volet. Et puis après, il faut un petit moment pour que ça s'installe et que ça se déploie. Formidable. D'autres questions? Vous êtes gelé, je crois, non? Non, ça va, il fait pas trop froid. On a pas froid. Est-ce qu'il reste une question? Pas de questions, sinon vous restez après, vous restez encore un petit peu pour qu'on puisse vous parler en tête-à-tête après, si vous voulez. Avec plaisir. Encore merci à Patrice Roturier qui est revenu de sa retraite pour s'occuper de la logistique. Je crois qu'on peut applaudir tout le monde aussi. Merci à vous. Merci pour votre attention, et puis à bientôt pour le prochain mardi graphique qui est le prochain mardi graphique, ce sera début juin, et on parlera identité visuelle et culture. Et moi, je tenais à remercier Armelle d'avoir été présente avec nous à distance depuis Strasbourg. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité, et bonne soirée. Pour préciser que c'est Brest qui est à côté de Strasbourg. Voilà. C'est Brest qui est à côté de Strasbourg. Brest à côté de Strasbourg. Bonjour Brest. Donc on était bien sur les 2 pôles de notre territoire. Rennes, le centre de la France, évidemment. Bonne soirée. Ceux qui peuvent rester pour qu'on boive un coup, et puis sinon, rendez-vous au prochain mardi graphique.